radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je continue ma série de capsules radio sur l'histoire du Québec. Normalement, les évolutions, tant au Canada qu'au Québec, auraient déjà dû nous mener à l'indépendance. De nos jours, les Québécois sont instruits, riches, sont ouverts sur le monde, ils ont beaucoup voyagé, alors que de leur côté, les Anglo-Saxons en général, et le Canada anglais en particulier, sont sortis très affaiblis du 20e siècle. Au Québec même, l'axe Est-Ouest est moribond. On reçoit presque plus d'immigrants qui viennent d'Europe. Quant à l'axe Nord-Sud, il est devenu tellement dominant que de nos jours, 70% de notre commerce se fait avec les États-Unis. Si on ajoute tout ce qu'on vend à l'international, il ne reste plus grand-chose pour nos échanges avec le Canada anglais. Tout ça aurait normalement amené les Québécois à réaliser une indépendance qui aurait été aussi payante que ça a été le cas dans tous les autres pays du monde. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui sont entrés en jeu. Un de ces facteurs-là, ça a été la valeur de nos chefs. Si le Québec a survécu depuis 255 ans, même si les Anglais avaient décidé de nous détruire, ça n'a pas été à cause de nos chefs. Ça a été par hasard, à cause de la géographie du territoire qui nous protégeait. En fait, depuis un quart de millénaire, nos chefs ont rarement été à la hauteur. Un bon exemple de ça que je donne souvent, c'est celui de Lucien Bouchard. Lucien Bouchard a été le seul chef souverainiste de l'histoire du Québec qui était au pouvoir au moment où on avait une majorité de oui dans les sondages. De plus, il était en début d'un premier mandat. Malheureusement, le pauvre homme avait peur. C'est très clair. Alors, il voulait quand même avoir l'honneur de devenir premier ministre, d'avoir sa limousine, d'avoir le gros salaire, tous les honneurs qui vont avec ça. Comme il avait peur de faire l'indépendance, son réflexe naturel, ça a été de vouloir jouer à l'homme d'État avant de faire l'indépendance et de s'occuper des vraies affaires, comme avait fait Robert Bourassa, Jean Charest, le premier ministre actuel. Il s'est donc mis à s'occuper du déficit, de la paperasse gouvernementale, des listes d'attente dans les hôpitaux, etc. Essentiellement, ce qui s'est produit, c'est que les souverainistes au Québec, par patriotisme, ont décidé de préparer l'indépendance du Québec en faisant toutes sortes de concessions pour que les finances publiques soient prêtes. Mais en coupant à gauche et à droite, en se faisant détester de tout le monde, en coupant dans les salaires, en coupant ci et ça, le pourcentage de la souveraineté a baissé, ce qui fait que quand il a été réélu pour son deuxième mandat, il nous a dit qu'on n'avait pas de pourcentage et il n'y a pas eu de référendum. Par la suite, il a démissionné et il est retourné à la vie publique. Et depuis, il s'est toujours montré négatif face à l'indépendance du Québec. Il n'a jamais essayé de convaincre personne. Et moi je suis à peu près certain qu'au prochain référendum, Lucien Bouchard va achever de se déshonorer en luttant contre le camp du oui. À la faible valeur de nos chefs, c'est ajouté le fait que le Québec est un pays de passage absolument essentiel pour le Canada anglais. Comme il fallait que le Canada anglais continue de nous contrôler, ils ont utilisé différentes armes pour nous empêcher de nous libérer. La première arme, évidemment, c'est celle qu'ils ont toujours employée depuis 255 ans. C'est une immigration massive avec laquelle ils nous ont gardés en déséquilibre. Comme le Québec et l'Occident sont entrés en décadence au cours des dernières décennies à cause de la richesse trop permanente qui existe en Amérique du Nord et dans tout l'Occident depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a créé une dénatalité au Québec qu'on n'avait jamais connue, ce qui a permis à l'immigration massive de faire diminuer le pourcentage des Québécois de souche, ce qui a bien sûr nui au pourcentage de vote favorable à l'indépendance. La deuxième arme utilisée par le Canada fédéral, c'est l'arme de la propagande. On n'arrête pas de nous dire qu'on est des pressés de faire l'indépendance, qu'on n'est pas lucide, qu'on est les plus taxés, les moins compétents, etc. Et ça, c'est même quand c'est faux. Beaucoup des arguments de propagande qui sont présentés à la population présentement servent à tromper la population en général, mais spécialement les immigrants, notamment en leur faisant croire que c'est leur intérêt de vivre dans la province la plus pauvre du Canada. Une autre arme que le Canada a employée pour empêcher les Québécois de se libérer, c'est qu'ils l'ont appauvri de toutes les façons possibles, en déménageant des industries en Ontario, en évitant de nous payer quand ils traversent notre territoire, etc. Évidemment,
Il y a des problèmes avec la stratégie du Canada anglais. En effet, à force de tout le temps appauvrir les Québécois pour les décourager de faire leur indépendance, ils ont amené beaucoup d'immigrants à repartir vers la richesse, parce qu'il ne faut pas oublier que les immigrants se dirigent vers la richesse. Ce qui fait que le Québec se vide naturellement de ses immigrants depuis 255 ans. Comme le Canada anglais reçoit ses propres immigrants et une partie des nôtres, ça veut dire qu'il s'affaiblit encore plus vite que le Québec. En quelque sorte, le Canada britannique doit se suicider seulement pour affaiblir le Québec français. Dans les faits, ce qui est vraiment arrivé, c'est que le peuple québécois a seulement été le premier peuple du tiers-monde à se moderniser et donc à connaître une dénatalité. Actuellement, sur la planète, tout le reste des peuples est en train de suivre et très rapidement, encore plus rapidement que le Québec le fait. C'est particulièrement évident en Chine avec la fameuse politique du un enfant par famille. Comme c'est le différentiel de richesse qui crée l'immigration, l'affaiblissement de toute l'Amérique du Nord va forcément amener une diminution de l'immigration, comme je l'ai déjà dit. Ce qui est encore pire, c'est que le Québec et l'Occident, en s'affaiblissant puis en se désindustrialisant, perdent leur attrait. Le Canada lui-même est en train de revenir à l'exploitation des matières premières, comme le pétrole, dont le prix fluctue beaucoup et parfois même s'effondre. Présentement, le Canada est en train de vivre la malédiction du pétrole. On appelle ça le mal hollandais, c'est-à-dire que à chaque fois que le prix du pétrole remonte, la valeur du dollar canadien augmente, ce qui rend nos exportations non compétitives et ce qui amène plusieurs usines à déménager dans des pays moins chers, comme l'Asie. Autrement dit, le Canada est en train de régresser pour revenir à l'exploitation des matières premières. Ça amène des conflits évidents entre les intérêts du Québec et les intérêts du Canada anglais. Par exemple, les fameux pipelines de sens ouest-est que l'Alberta veut faire passer à travers le Québec gratuitement va nous faire courir des risques importants sans nous payer d'argent. Alors ça, les Québécois n'en veulent pas de ces pipelines, mais comme c'est beaucoup d'argent, on va les faire passer de force. Autre chose, le fait que l'Occident s'affaiblit, mais que le reste du monde est en train de s'enrichir à une vitesse folle, ça cause un problème environnemental gigantesque, parce que de nos jours, c'est tous les pays qui produisent de la pollution. Ce qui va inévitablement nous mener à plus ou moins long terme à une crise généralisée de décroissance. Une décroissance à laquelle nous ne sommes pas habitués et pour laquelle nous ne possédons même pas les outils conceptuels nécessaires pour y faire face. Dans la crise de décroissance dont je parle et qui s'en vient dans les prochaines années, il y a à peu près seulement le Québec que je connaisse sur la planète qui va avoir une ressource, une réserve de richesse pour diminuer l'impact de cette crise de décroissance. Ça va être l'indépendance du Québec qui va nous permettre de récupérer tout ce qu'on nous a payé au cours des 255 dernières années. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on pourrait gagner un troisième référendum. La première condition essentielle, c'est de se donner des chefs solides. Or, Pierre-Carl Péladeau me semble être un chef solide qui est déterminé à le faire et qui a la personnalité pour le faire. Maintenant, pour gagner le référendum, il est absolument important, avant même de faire le référendum, de se donner une loi contre les voleurs de référendum, mais une loi qui va avoir des dents. C'est-à-dire que on va obliger les gens à voter sous un contrôle parfait, devant une caméra, en présentant 2 cartes d'identité, si nécessaire en signant, et même en leur mettant de l'encre indélébile sur le pouce, comme on fait dans le tiers-monde, pour imprimer ses empreintes digitales. Comme ça, on serait protégé de la plupart des voleurs de référendum. Et il suffirait de mettre des pénalités de 5 000 $, par exemple, pour tous ceux qui voleraient. Le référendum en question, pour pouvoir être gagnant, il devrait être fait au début du mandat, exactement comme M. Jacques Parizeau l'a fait, et qui a gagné son référendum, mais il se l'est fait voler. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut éviter de se faire détester en administrant le Québec avant de faire le référendum. Le plus important dans la campagne référendaire, ça va être de dire systématiquement la vérité à la population, et notamment aux immigrants, et surtout d'arrêter de s'excuser de crimes qu'on n'a pas commis.
Le Québec, dans les faits, c'est une superpuissance morale. On n'est pas parfait, les Québécois. On est mieux que les autres. Dans notre histoire, on n'en a pas commis de crimes contre l'humanité. On n'a pas massacré les aborigènes. On n'a jamais massacré les Juifs. Les Québécois ont été volontaires à la Deuxième Guerre mondiale pour aller se battre contre les nazis, pour sauver les Juifs, entre autres. Les Haïtiens admettent que c'est au Québec qu'ils sont le mieux traités dans le monde entier. Alors, soyons sérieux, là. Ils sont bien ici. Les aborigènes, Mathieu Councom, le chef des Cris du nord du Québec, donne le Québec en exemple dans tout le Canada pour le meilleur traitement à donner aux Autochtones. Alors là, il y a quelque chose d'assez étonnant, parce que le Québec est la province la plus pauvre du Canada et les minorités sont les mieux traitées, notamment la minorité anglaise avec tous ses privilèges. D'où peut bien provenir l'argent qui sert à enrichir nos minorités. Elle vient pas du Canada anglais, sinon ils le feraient chez eux. Elle vient des Québécois de souche. Autrement dit, les Québécois de souche s'appauvrissent pour enrichir leur minorité. Et qui nous traite de racistes, de nazis, etc. continuellement? Ce sont des commentateurs du Canada anglais. Le Canada anglais qui a déporté les Acadiens, qui a détruit le Manitoba francophone, qui a appauvri les Québécois artificiellement pendant 250 ans, qui aujourd'hui va bombarder les musulmans dans leur pays d'origine, etc., etc. Dire la vérité aux immigrants et sur les immigrants, c'est d'autant plus important que la plupart d'entre eux votent non sans jamais s'informer, sans même prendre la peine de venir nous parler. L'importance de leur dire qu'ils ont le devoir moral de nous appuyer vient du fait que la plupart d'entre eux viennent de pays où ils viennent juste de faire leur indépendance, il y a 50, 60 ans. Et ils nous disent tout le temps, c'était parfait, Nelson Mandela, quel grand homme d'avoir fait l'indépendance de l'Afrique du Sud, Gandhi de l'Inde, Martin Luther King était un grand homme d'avoir défendu les plus faibles contre les plus pauvres, Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, la liste ne se termine pas des indépendances réussi. Ils nous disent ça et ensuite ils se retournent contre nous pour nous empêcher de nous décoloniser. Alors ils ont donc le devoir moral de nous aider alors qu'ils ne le font pas. Ça c'est très important, cette remarque à faire aux immigrants parce qu'elle est vraie. Et l'avantage de ça, c'est que ça leur ouvre les oreilles. Ils se mettent à écouter ce qu'on a à dire. Quand on parle aux immigrants ou à la population en général ou au Canada anglais, il faut utiliser les meilleurs arguments qui existent et dont beaucoup n'ont jamais été employés. Par exemple, qu'un Québec indépendant va être puissant parce qu'il occupe le seul territoire essentiel pour le commerce du Canada anglais de l'Est. Il faut également dire que nous avons beaucoup d'alliés dans le monde. Je pense notamment à tous ceux de la francophonie, mais de façon assez surprenante, de tous les pays qui vont vouloir s'opposer à la volonté des Américains, qui n'ont jamais arrêté de dire qu'ils étaient pour le Canada fédéral. De plus, un pays comme la France, qui s'est toujours déclaré notre allié, est un pays central aussi bien en Europe qu'en Afrique ou au Moyen-Orient. Alors on est assez puissant. Mais on n'a jamais pu l'utiliser parce qu'on était dans le Canada. Il faut également utiliser des arguments économiques convaincants. Par exemple, le fait que l'Ontario a avec le Québec un surplus commercial important. Ils nous vendent plus qu'on leur vend. Il faut expliquer aux gens que la péréquation qu'on nous présente comme un miracle, un cadeau du Canada anglais, est une simple fraude comptable et qu'on reçoit beaucoup moins que ce que le Canada prétend nous donner parce qu'on paie de la péréquation, nous aussi, dans le Canada. C'est toujours été un argument convaincant que cette idée qu'en éliminant un gouvernement de trop, celui d'Ottawa, on éliminerait tous les dédoublements de ministères. Ça fait de grosses économies. Il y a des gens qui pensent, mais si vous vous débarrassez du gouvernement fédéral, vous allez vous débarrasser des employés fédéraux au Québec. Ben non, on va employer les fonctionnaires fédéraux au Québec parce qu'ils donnent des services utiles. Les postiers, les soldats, les douaniers sont des gens utiles. On va donc les garder à notre service, mais ils vont répondre à Québec plutôt qu'à Ottawa. C'est le gouvernement d'Ottawa, en Ontario, qu'on va abandonner. Le meilleur argument en faveur de l'indépendance que je connaisse, c'est le fait que, comme n'importe quel pays normal, le Québec indépendant va charger des péages pour la traversée de son territoire. Parce que ça, c'est de l'argent carrément neuf qu'on ne reçoit pas présentement et qui va s'appliquer normalement, qui s'appliquerait pour les voitures, les autobus, les camions, les bateaux, les trains, les pipelines, les gazoducs, etc. On parle ici de très nombreux milliards de dollars. Le fait que le Québec n'a pas de péage et qu'il pourra en imposer quand il va devenir indépendant, ça prouve trois choses. D'abord, qu'on est puissant, comme je l'ai dit, par rapport au Canada anglais. Deuxièmement, que l'indépendance va être quelque chose de payant. Et troisièmement, que le Canada anglais nous a volé tout ça depuis 255 ans. Il faut également utiliser des arguments politiques qu'on ne possédait pas avant.
par rapport aux fédéralistes. Par exemple, on doit à Stéphane Dion le cadeau d'avoir obligé la Cour suprême à dire que le Canada était obligé de négocier avec un Québec souverain si on avait obtenu un oui majoritaire à une question claire. Il faut également dire à la population que un référendum, la démocratie en général, ça ne sert pas à diviser la population, mais à l'unir, parce que c'est la démocratie, le référendum, c'est simplement l'outil pour prendre la décision. Une fois que la décision est prise, comme en 95, les souverainistes ont obéi au non parce qu'ils avaient perdu. Et il n'y a eu aucun problème au Québec. Alors, c'est ce que les gens doivent comprendre. Ça va unir les Québécois. On va faire l'indépendance quand on aura 50% plus 1. Quand on aura prouvé à toute la population que l'indépendance, ça va être payant, même les immigrants vont voter oui. On va peut-être en obtenir 20 ou 25% selon moi au prochain référendum. Et oublie pas une chose. Quand un immigrant qui votait non se met à voter oui, ça compte pour 2. Alors que quand vous faites rentrer un immigrant de l'extérieur pour voter non, ça compte pour 1. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je vais vous parler du Québec après l'indépendance, le Québec dans le monde. L'indépendance au Québec, ça va rétablir le sens normal d'écoulement de l'économie qui devrait couler du centre du continent vers les côtes, c'est-à-dire dans un sens ouest-est plutôt que dans le sens est-ouest auquel on est habitué. En s'écoulant vers l'Atlantique, la richesse du continent nord-américain, surtout du Canada, va couler vers Montréal. Et petit à petit, en accumulant les petits profits, Montréal va devenir une ville plus riche que Toronto, ce qui est la situation normale comme je l'ai expliqué ailleurs. En fait, cet écoulement de la richesse du centre des continents vers les côtes est déjà commencé à Montréal avec le blé et le pétrole qui vient des prairies, qui descendent vers Montréal et qui en sortent. Et les gens des prairies de l'Alberta ont l'intention d'augmenter la quantité de pétrole qui passe chez nous gratuitement. De plus, Montréal va devenir un véritable carrefour, étant donné qu'elle est située à un endroit crucial, c'est-à-dire il y a l'axe ouest-est dont j'ai parlé, qui nous donne accès au monde entier, mais il y a également au Québec l'axe nord-sud qui va vers les États-Unis et qui passe par la vallée plate de basse altitude et en ligne droite, qui passe par le lac Champlain, par Albany et par la vallée de l'Hudson et qui mène directement à New York. Montréal occupe une position stratégique tout à fait spéciale en Amérique du Nord. Par rapport au Canada, le Québec souverain va être encore plus fort étant donné qu'il occupe, comme je l'ai souvent dit, le seul territoire essentiel du Canada de l'Est, là où passent toutes les communications du Canada de l'Est parce que la vallée du Saint-Laurent est un territoire plat, linéaire, relativement court pour atteindre l'Atlantique. Ça va forcer le Canada anglais à nous respecter et ce qui va nous faciliter le travail pour devenir plus riches. Par rapport aux États-Unis elles-mêmes, le Québec va être important et relativement puissant. En effet, les Québécois ont accès à une frontière commune avec les États-Unis de plus de 8000 km, si on compte l'Alaska et toute la frontière canadienne. On a un accès facile à cette frontière-là. Or, pour les Américains, c'est très, très préoccupant, étant donné qu'ils ont énormément d'ennemis dans le monde et qu'ils ont absolument besoin de la collaboration des Québécois pour garder la frontière commune qu'on a avec eux. Imaginez seulement quel serait le cauchemar de sécurité si des terroristes du FLQ, par exemple, s'entendaient avec les islamistes pour attaquer le territoire américain. On parle d'une poignée d'hommes, mais ça serait suffisant pour créer un énorme problème. Par exemple, en faisant passer, par exemple, une bombe atomique ou une bombe, ce qu'on appelle une bombe sale avec d'un matériel radioactif, par la réserve d'Akwesasne dans le sud-ouest du Québec. Pour les Américains, ça serait une véritable catastrophe. À ça s'ajoute le fait que la voie maritime du Saint-Laurent, c'est la première entrée, la plus importante entrée naturelle du continent nord-américain de sens est-ouest. Le fleuve Saint-Laurent est tellement important que c'est le seul fleuve sur la planète qui est visible depuis la Lune. Il faut également savoir que le Québec occupe une position stratégique par rapport à la côte est des États-Unis. Parce que si quelqu'un décidait d'attaquer les États-Unis avec des missiles, ce que les Américains craignent depuis l'invention de la bombe atomique, ces gens-là tireraient dans un sens nord-sud. La raison, c'est que si votre missile nucléaire rate la ville de New
York, mais que vous la lancez dans un sens nord-sud, elle va quand même tomber sur des villes ou sur des populations américaines. Alors on est certain, en attaquant dans le sens nord-sud, d'attraper quelqu'un le long de la côte est des États-Unis. Ça veut dire que la trajectoire idéale des missiles passe par-dessus le territoire du Québec. Et les Américains ont absolument besoin de notre coopération pour empêcher que ça se fasse. De plus, le marché québécois n'est pas une petite chose. C'est quelque chose de pas énorme, mais c'est intéressant pour le nord-est des États-Unis. Tout ça fait que les États-Unis vont respecter le Québec et ils n'auront pas intérêt à se mettre les Québécois à dos. C'est pour ça que je dis à tout le monde qu'après l'indépendance, les Américains vont continuer à appuyer officiellement le Canada fédéral pour ne pas se mettre à dos les Canadiens anglais, mais qu'ils vont appuyer dans les faits le Québec souverain pour ne pas se mettre à dos les Québécois. Autrement dit, ils vont parler des deux coins de la bouche en même temps, ce qui est tout à fait typique de la diplomatie. Par rapport au reste du monde aussi, le Québec va être relativement puissant. D'abord à cause de sa position stratégique, pas loin du canal du passage du Nord-Ouest, la voie maritime du Saint-Laurent qui est importante, mais également parce que le Québec va renforcer la francophonie. On va avoir toute notre puissance, celle qui est déjà à Québec, plus la moitié de notre puissance qui est à Ottawa, et on va pouvoir agir d'une façon très favorable à la francophonie. On va être également un allié proche de la France, des États-Unis et de l'Amérique latine. Les Québécois ont pas mal de choses à dire au reste du monde. Une des raisons, c'est que nous, on est on est toujours des colonisés, mais on est des Occidentaux, ce qui est une position vraiment spéciale, parce qu'on a les deux façons de penser. La façon de penser des Occidentaux et la façon de penser des colonisés. C'est pour ça que les Québécois, en général, sont pro-palestiniens, alors que, par exemple, les Canadiens anglais sont plutôt pour Israël et ses agressions. Les Québécois sont fondamentalement opposés aux guerres extérieures. Et c'est authentique. Ils sont contre, par exemple, l'idée d'aller massacrer des musulmans dans leur pays d'origine, alors que le Canada anglais ne se gêne pas pour utiliser les impôts et les soldats québécois pour aller le faire. Le Québec a déjà influencé largement les autres peuples, notamment avec son idée de référendum, qui est maintenant devenu quelque chose de nécessaire au niveau international pour confirmer la volonté d'indépendance des peuples. Dans le domaine environnemental, le Québec est un producteur d'énergie propre. Avec l'indépendance, notre valeur dans ce domaine-là, notre réputation va beaucoup augmenter, alors que celle du Canada, qui profite présentement de l'énergie propre du Québec, va beaucoup baisser. C'est-à-dire que ça va devenir un pays de producteurs de pétrole sale, alors que le Québec va être un producteur d'énergie propre. Le Québec, qui aura vécu très longtemps à la colonisation, va pouvoir servir beaucoup lors de la réorganisation du monde. Nous, on sait qu'on a besoin d'un gouvernement national fort, mais le reste du monde se dirige petit à petit vers la création de gouvernements continentaux. Non pas comme au Canada, où un peuple en écrase un autre, mais des gouvernements continentaux qui regroupent plusieurs peuples à l'intérieur d'un gouvernement plus large. Par exemple, la Communauté économique européenne. Depuis, la planète entière s'est donné l'embryon d'un gouvernement mondial avec l'ONU. Ce qu'il va falloir faire dans l'avenir, compte tenu des problèmes écologiques qu'on va avoir, il va falloir commencer à raisonner sur la planète pour, par exemple, éliminer les armées, aussi bien pour réduire les dépenses que pour éviter de tuer notre planète qui souffre déjà beaucoup. Comme il y a beaucoup d'argent à prendre avec l'indépendance, qu'il y a de la puissance à prendre et qu'on a un rôle à jouer dans le monde international avec l'indépendance, ne nous gênons pas. Allons-y. J'apprécierais beaucoup que vous m'aidiez à diffuser cette vidéo autour de vous, étant donné que c'est pour informer les gens que je l'ai faite. C'est exactement la même chose pour le livre numérique que vous avez vu tout le long de la vidéo, étant donné que c'est là-dedans que j'explique en détail plusieurs des notions dont je me suis servi pour faire mes vidéos. À la prochaine!